Sacha Guitry fut l'un des artistes français les plus prolifiques à avoir vécu, tant par la quantité que par la qualité de son œuvre. Au cours de sa carrière, qui couvre la première moitié du XXe siècle, il produit plus d'une centaine de pièces de théâtre, des dizaines de films, des mémoires, des pages et des pages d'aphorismes, des poèmes, des dessins, des émissions de radio, des hommages, des documentaires. Et tout cela avec le soutien indéfectible d'un public qui fera de presque chacune de ses créations un véritable triomphe. Car rares sont les artistes à avoir connu un succès aussi phénoménal et aussi constant. Son aura était telle que sa renommée faisait de lui l'ambassadeur par excellence de la France. Peut-être parce qu'il en réunissait les deux pôles qui la définissent, la grâce et l'ironie. L'ironie d'abord, car toute son œuvre est marquée par une distance volontaire avec la gravité. Et, s'il ne dit que des choses sérieuses, il a la politesse de toujours les formuler avec l'humour cruel et l'autodérision charmante qui sont la marque de l'esprit français, ou plus précisément de l'esprit parisien. Pour nous faire une idée plus précise de ce que pouvaient être ces mots d'esprit qui, une fois proférés, faisaient en quelques heures le tour de la capitale et qui, le lendemain, se trouvaient répétés dans tous les salons, écoutons cette courte anecdote que nous rapporte Guitry. Il y avait alors à Paris un homme redoutable, très discuté par ceux qui n'étaient pas de ses amis, mais ses amis, et j'en étais, avaient pour lui de l'attachement. C'était Alfred Edwards. À la suite d'un différend survenu entre Franck et lui, pour une question de place de faveur, Edward écrivit à Franck une lettre coléreuse et très insolente, à preuve qu'elle se terminait par ces mots. « La prochaine fois que je vous rencontrerai, je vous foutrai mon pied dans le cul. » La réponse de Franck fut à vrai dire foudroyante, la voici. « Monsieur, j'ai reçu votre lettre, et aussitôt je l'ai mise en contact avec la partie intéressée. » L'ironie donc, la grâce ensuite, car à l'étranger, Sacha Guitry et ses épouses successives représentent l'essence même de la galanterie française et de toute la tradition d'esthétique et d'élégance héritée des cours des grands rois. Mais cette recherche de la grâce se retrouve également dans la forme que Sacha Guitry va donner à ses propos, car pour lui, la forme est aussi importante que le fond, et en cela, il est l'héritier direct de La Fontaine ou de La Rochefoucauld, ces écrivains français qui cherchaient, par le moyen de la langue, à neutraliser les limites du langage, car d'après eux, la vérité doit se parer, elle doit se faire belle, elle doit devenir beauté pour pouvoir être intelligible. Pour parvenir à produire les chefs-d'œuvre par centaines qui vont faire de lui ce noble émissaire de la culture française, Sacha Guitry puise sa puissance créatrice et son endurance physique à une source unique et particulière, l'admiration. Cet homme que des critiques avaient surnommé Monsieur Moi, en raison de l'égocentrisme que lui prêtaient ses ennemis, trouvait justement toute la raison d'être de son travail dans l'obsession qu'il avait des autres et des œuvres qu'ils avaient produites. Aucun autre artiste n'a consacré autant d'énergie à honorer régulièrement ses maîtres, en les citant d'abord, très souvent, en les mettant en scène ensuite dans son théâtre, et par mille autres moyens que son imagination fertile ne se lassait pas de découvrir. L'un des axes de son admiration, c'est la France et le génie français. Tout au long de son existence, il n'a eu de cesse de glorifier l'image de son pays à travers l'évocation des grands hommes qui en ont écrit l'histoire, que cela soit dans le domaine des arts, de la science, de la politique ou de la spiritualité. Et il a su le faire en toutes circonstances, même les plus terribles, avec un panache très français, avec grâce et avec ironie, comme nous le verrons un peu plus tard. Dès lors, on peut se demander pourquoi aujourd'hui, plus personne ou presque ne connaît son nom. On peut se demander encore pourquoi son œuvre, ou même son nom, n'apparaissent nulle part dans les programmes scolaires. On peut même s'étonner qu'aucune place, aucune rue, ni même aucune impasse ne porte son nom, lui qui pendant des décennies fut l'un des Français les plus populaires à l'étranger. C'est d'autant plus étonnant que, pour silencieux que soient les commentateurs contemporains, son théâtre est toujours à l'affiche, quelques 70 ans après sa mort. Mais nous reviendrons plus tard, au cours de cette réflexion, sur les raisons de cet étrange escamotage historique. Commençons par nous pencher sur les circonstances qui ont amené Guitry à admirer
et à établir l'admiration comme principe même de son activité créatrice. L'immense succès populaire de Sacha Guitry repose, outre la qualité intrinsèque de ses œuvres, sur sa capacité à établir une complicité et une connivence sans pareille avec son public, qu'il s'agisse de spectateurs, de lecteurs ou d'auditeurs. Cela tient au fait que Guitry n'aime rien tant au monde que de partager avec ceux qu'il aime les joies que lui procure l'existence. Or, il aime son public, et au premier rang de ces joies supérieures qu'il veut partager, il place l'émerveillement qu'il éprouve devant les beautés créées par les autres. Pour comprendre comment cette faculté s'est développée chez lui, il peut être instructif de se pencher sur ses années d'enfance et de jeunesse. Quand il vient au monde, Sacha Guitry possède déjà un nom illustre. En effet, son père, Lucien Guitry, est l'un des acteurs les plus admirés de sa génération. Aujourd'hui quasiment oublié, Lucien fut pourtant, en son temps, aussi célèbre que Sarah Bernhardt, dont il était d'ailleurs un ami très proche. Autour de Lucien gravitent de nombreux auteurs remarquables, au premier rang desquels on peut nommer Tristan Bernard, que Sacha sauvera plus tard des camps de concentration, Jules Renard et Alfred Capu. Écoutons Sacha nous parler des réunions de ces quatre hommes exceptionnels. Vers 1897 et jusqu'en 1909, il y avait à la maison une fois ou deux par semaine le déjeuner des mousquetaires. Les mousquetaires, c'étaient Jules Renard, Alfred Capu et Tristan Bernard, groupés autour de mon père. C'étaient quatre hommes qui s'amusaient ensemble et qui s'aimaient vraiment. Quatre hommes qui se jugeaient sans complaisance, mais avec tellement d'esprit. C'étaient quatre hommes qui ne cessaient de sourire que pour rire aux éclats. Une pareille intimité intellectuelle est chose rare. C'était magnifique et terrible à la fois. Magnifique pour eux, terrible pour les autres, car les ridicules, à ces déjeuners, passaient de bien mauvais quarts d'heure. Sans indulgence pour eux-mêmes, ils étaient impitoyables envers leurs amis, leurs relations et leurs parents. Ils n'avaient même pas le temps de s'occuper des gens qu'ils n'aimaient pas. C'est qu'ils aimaient à se taquiner, les mousquetaires. Et même, il faut le dire, il ne se passait rien. Comment taquinait-il Tristan ? Avec beaucoup de cœur, pour bien lui rendre l'appareil. Capu ? Sans indulgence. Renard, cruellement, car il était lui-même extrêmement cruel. Mon père, avec prudence, car il avait, qui le contestera, en plus de son esprit, un peu de leur esprit à chacun d'eux pour leur répondre. Mais, de manière plus générale, autour de Lucien et donc indirectement autour de Sacha également, les plus grands hommes de lettres, les plus grands peintres et les intellectuels se succèdent. Écoutons encore Sacha évoquer ses souvenirs d'enfance. Les premiers amis de mon père furent Forain, Edmond Haraucourt, Maupassant, Georges et Henri Quint, Messager, puis vinrent Noblet, Feydeau, Calmette, Maurice Donnet, puis ce fut, si j'ose dire, la grande série de tous ceux dont il a joué les pièces, François de Curel, Abel Herman, Octave Mirbeau, Georges de Portoriche, Gustave Guiche, Anatole France, Edmond Rostand, Alfred Capu, Eugène Brieux, Jules Lemaître, Henri Lavedan, Paul Bourget, Henri Bataille, Henri Bernstein. Tous ces hommes-là, tous ces grands auteurs dramatiques-là, je les ai vus venir à tour de rôle, et quel beau rôle, s'asseoir l'un après l'autre à sa table, et, du petit salon voisin, je les ai tous, ou presque tous, entendus lire leurs manuscrits. Comment ne pas admirer un tel père ? Un père qui savait lui-même se faire admirer par des gens admirables. Un père dont le métier est de jouer tous les soirs, comme le dit Lucien au tout jeune Sacha, qui s'imagine que son papa est payé pour s'amuser comme lui s'amuse avec ses jouets. Il corrigera néanmoins cette première impression quand il écrira, bien des années plus tard, en 1925, une pièce qui s'intitule justement « On ne joue pas pour s'amuser ». Comment enfin ne pas adorer un père capable de vous enlever pour vous emmener en secret au cœur de la nuit jusqu'à Saint-Pétersbourg et de vous faire vivre pendant quelques semaines une vie de rêve au milieu des plus beaux décors des théâtres et de la ville, vêtu des plus beaux déguisements, réplique exacte des costumes portés par le père sur scène. Car c'est bien ce que fit Lucien, un certain soir, au grand désespoir et à l'immense inquiétude de la mère de Sacha, Renée de Pongeste, dont Lucien s'apprêtait à se séparer après un très bref mariage. On le devine, la représentation pour Lucien ne s'arrête pas à la scène, il joue tout le temps, partout, à propos de tout. Ce premier miroir sera sans aucun doute déterminant dans la formation de la mentalité de Sacha, et ce qu'il admire en premier,
C'est la volonté inébranlable de l'auteur de ces jours de faire de la vie une fête permanente, non pas une fête de débauche, mais une fête de beauté, la grâce, et d'amusement, l'ironie. Sacha grandit donc entouré par les esprits les plus fins de son époque. Pourtant, malgré cet entourage brillant, ou peut-être à cause de lui, Sacha va mener une scolarité navrante. Renvoyé chaque année de la pension où ses parents l'inscrivent, il va inlassablement recommencer son année de 6e, qu'il va redoubler 11 fois. Personne toutefois ne semble prendre ses échecs au tragique. Son père se montre même parfois presque complice de l'indiscipline de son fils. Écoutons cette anecdote racontée par Sacha. Ce qu'était la pension Schlumberg, je pourrais peut-être aisément décrire, mais je puis faire mieux. Il y avait, c'est M. Schlumberg, un cahier jaune cartonné intitulé le cahier des classes. Sur ce cahier, M. Schlumberg, ou bien les professeurs, ou bien les surveillants, prenaient des notes, marquaient les punitions et s'efforçaient de rendre compte avec précision de la conduite des élèves, ou plus exactement de leur inconduite. Ce cahier, je l'ai. Je l'ai parce que je l'ai volé. Je l'ai volé parce que mon père en connaissait l'existence et qu'il désirait le lire à tête reposée, m'avait-il dit. À vrai dire, je savais bien ce qu'il en voulait faire. Il voulait le montrer à ses amis intimes, et qu'on demande à Tristan Bernard s'il ne se souvient pas d'avoir follement ri à la lecture de ce cahier. Y prendrez-vous, lecteur, un plaisir aussi vif? Je ne puis que le souhaiter, et voici les meilleures pages de ce livre, pour nous fameux. Ici, Sacha retranscrit plusieurs pages du cahier. Je vous cite entre autres ces quelques lignes. 20 décembre, classe de 8 à 9 heures. Weiss se livre éperdument à des fouilles nasales du plus mauvais goût. Moi. Veux-tu que je t'aide, petit polisson? Lui. Pouvez pas, vous avez les doigts trop gros. Moi. C'est dégoûtant, mon ami, de se retirer ainsi les choses du nez. Lui, froidement. C'est bien, je vais les remettre. Jeudi 2 mars. Monsieur Guitry et son frère n'apportent aucun soin, ni à leurs devoirs, ni à leurs leçons. Ils lisent trop de romans. Mercredi. Les frères Guitry font ce qui leur plaît. Ni l'un ni l'autre n'ont corrigé les fautes de leur dictée, ni l'un ni l'autre n'ont apporté le moindre soin à leurs devoirs. Guitry aîné a même négligé d'adopter la disposition en vers dictée par le professeur. Je manque de moyens disciplinaires pour ramener ses élèves à la raison. Et plus loin, Sacha continue. Je garde de l'institution un délicieux souvenir. Parfois, vers 1h moins le quart, à la belle saison, une voiture découverte s'arrêtait à la porte de l'école. C'était mon père, qui venait me chercher pour aller déjeuner avec lui. Sans descendre de sa voiture, il m'appelait. Je courais à la fenêtre. Moi, je déjeune à Armenonville. Et toi? Alors, je descendais l'escalier comme un fou. Parfois, Monsieur Mario voulait me barrer la route et m'empêcher de sortir. L'insensé. Un jour, il vint même jusque dans la rue et dit à mon père. Il n'a fait aucun de ses devoirs, monsieur Guitry, depuis 3 jours. Je revois le sourire de mon père et je l'entends encore murmurer à l'oreille de mon directeur. Foutez-vous donc de ça, monsieur Mario. Et d'ailleurs, c'est chez monsieur Mario que le goût du travail enfin m'est venu. Je ne parle pas du travail en classe, je parle du travail en dehors des classes, car c'est là que j'écrivis ma première pièce. J'avais 16 ans. Cette idée d'écrire m'était venue soudainement et sans aucune raison à ma connaissance. Chaque fois que l'on me prenait en train d'écrire, on me punissait, et monsieur Mario disait « Mais quel entêtement !» Je ne regrette pas trop de m'être entêté. Sacha, sous le regard amusé de son père, commence ainsi à dessiner les grands traits de sa manière d'aborder le travail. Il pense tout d'abord que, comme l'a écrit Montesquieu, la gravité est le bonheur des imbéciles. Le travail, s'il conduit à la beauté, ne peut être qu'un plaisir, plus qu'un plaisir, une joie. Et voici ce qu'il écrit bien des années plus tard dans une lettre qu'il adresse à un fils imaginaire. Rien n'est plus beau, je crois, qu'un Vermeer que l'on montre à la femme qu'on aime. Mais pour l'amour du ciel, tâche de préférer le plus longtemps possible à la mélancolie de la nuit qui descend, la splendeur du jour qui se lève. Quant à ta vie à toi, personnelle, intérieure, intime, celle dont tu disposes, qu'elle soit passionnée pour être passionnante. Admire éperdument, adore à la folie, et que par-dessus tout, ton travail soit sacré. 50 années bientôt d'un travail continu, d'un bonheur incessant m'auront précisément appris que le bonheur, notre bonheur, dépendait à la fois du choix de notre femme et du choix de notre carrière. Toute erreur au départ sur l'un de ces 2 points peut nous être fatale, d'autant qu'ils sont liés, si tu veux bien m'en croire. L'amour sans le travail, à la fin, nous obsède. Et le travail, lui, nous dévore sans l'amour. Tandis que l'un et l'autre
Ils nous sont un refuge, ils nous sont une joie renouvelée sans cesse et nourrie l'un par l'autre, l'un donnant l'appétit de l'autre, ou nous aidant à supporter les misères que nous fait l'autre. L'amour et le travail, donc, mais aussi, comme l'indique l'idée de cette lettre à un fils imaginaire, le besoin de transmettre et de partager ses connaissances, et peut-être sa sagesse. Ce thème de la transmission revient dans plusieurs de ses œuvres les plus importantes, parmi lesquelles on peut citer les pièces De Bureau, qui met en scène le passage de relais entre un mime célèbre et son fils. Et Mon père avait raison, pièce dans laquelle il établit un dialogue entre les hommes d'une même famille, les montrant tour à tour enfants, adultes et vieillards, chacun apprenant ou rappelant à l'autre que le secret du bonheur réside tout simplement dans la capacité à s'émerveiller devant tout ce que la vie contient de merveilleux. Sacha reviendra également souvent sur la question de l'école et de l'éducation, parfois dans ses œuvres de fiction, parfois dans les réflexions qu'il livre à son public dans des articles ou des émissions de radio. Il exprime à ce propos toujours la même idée fondamentale. Le moteur de l'apprentissage, c'est l'admiration. Elle seule peut procurer à un individu l'énergie, le courage et la patience nécessaires à l'acquisition d'un savoir-faire, quel qu'il soit. Il précise ainsi sa pensée dans une conférence sur l'enseignement. Rien n'est plus facile à apprendre que la géométrie, pour peu qu'on en ait besoin. Quand on n'en a pas besoin, quand ça ne vous manque pas, c'est assommant. Et je suis enchanté de ne pas avoir appris la géométrie et l'algèbre, car ce ne pourrait me servir à rien. Songez au temps perdu. Ça passe si vite, l'enfance, et c'est le meilleur moment pour apprendre. La mémoire est toute fraîche. Songez qu'on ne peut pas vous apprendre votre métier. Je ne parle pas de la menuiserie et de la couture, je suis à un autre étage. Personne ne peut vous apprendre votre métier. Vous pourrez l'apprendre, mais on ne peut pas vous l'enseigner. On n'apprend pas à jouer la comédie. On n'apprend pas à écrire, on n'apprend pas à être éloquent. On doit se perfectionner soi-même, mais son talent, son génie, on l'a en soi. Et je ne pense pas que vous soyez d'un avis opposé au mien. Si vous étiez d'un avis opposé au mien, je me permettrais de vous faire observer que, en peinture, ni Delacroix, ni Daumier, ni Corot, ni Courbet, ni Manet, ni Claude Monet, ni Renoir, ni Degas, ni Toulouse-Lautrec, ni Cézanne n'ont été prix de Rome. En musique, ni Gounod, ni Saint-Saëns, ni Massenet. Et je pourrais vous lire, mesdames et messieurs, la liste des premiers prix du conservatoire depuis 40 ans, et bien sur 40, 30 au moins, sont complètement inconnus. Et c'est pourquoi j'estime que les écoles, les conservatoires sont faits pour les médiocres. Or, nous ne nous occupons pas des médiocres. Ils ne sont pas intéressants. Occupons-nous des grands hommes, et, sans parti pris, convenez avec moi que c'est tout de même impressionnant de penser que la photographie en couleur et le phonographe ont été inventés par Charles Cros, qui était chansonnier. Pascal avait 15 ans lorsqu'il rétablit les 32 propositions d'Euclide. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûrement merveilleux. Et on ne peut pas dire qu'à 15 ans, son instruction l'ait beaucoup aidé. La veille du jour où Octave Mirbeau fit son premier article, il était employé de banque. Alphonse Allais, jusqu'à 20 ans, fit ses études de pharmacie. La boîte à graisser les locomotives a été inventée par un gendarme. L'or adhésif a été trouvé par un comédien. Et enfin, Zola n'a jamais pu être bachelier. Mais revenons à l'instruction élémentaire et prenons par exemple l'histoire de France telle qu'on l'apprend au collège. Connaissez-vous rien de plus triste ? Il n'est question que de guerre, d'assassinat, de vol et de trahison. S'il fallait en croire les historiens, nous n'aurions eu, en France comme héros, que des guerriers. Et pourtant, ce n'est pas exact. Je me réserve, moi, la joie d'écrire un jour la vie de Claude Monet. C'est un grand homme, un des plus grands peintres qui ait jamais existé. Mais c'est aussi un homme admirable. Il a été pauvre, il a été malheureux, mais il a lutté et il a triomphé. Son œuvre est considérable. Il a aujourd'hui 74 ans, il a une grande barbe blanche, il a l'air du bon Dieu, il marche le front haut, l'œil grand ouvert, et il a la sérénité de l'homme qui a parcouru la vie sans jamais commettre une vilaine action. Il en est d'ailleurs largement récompensé, car en dépit de son grand âge, il mange de tout, boit sa bouteille à chaque repas, fume toute la journée, et il est 20 fois plus agile que moi. N'en doutez pas, c'est là la plus belle des récompenses. Il a une santé robuste et la conscience tranquille. Voilà l'exemple d'une belle vie qu'on aimerait, et qu'on devrait, entre autres, raconter aux enfants.
Comment faut-il élever les enfants? Il m'apparaît que la plupart des gens se le demandent comme si le problème était insoluble. Et cependant, ils se le demandent aussi comme si la question se posait pour la première fois, comme s'ils n'avaient pas eux-mêmes été des enfants. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est de voir combien l'enfance était peu respectée. Or, pourquoi ai-je l'impression qu'il n'y a justement pas une minute à perdre à ce sujet, et que dès la seconde où l'enfant vient au monde, il convient de songer qu'il sera plus tard un homme, qu'il deviendra utile, agréable, nécessaire, et qu'il sera peut-être même un grand homme. Je suis hanté par cette idée qu'on ne prévoit jamais les grands hommes, qu'on ne les attend pas, qu'on ne les espère même pas, et c'est sans doute la raison pour laquelle ils sont d'ordinaire si mal accueillis. Pourtant, même une fois libéré de sa scolarité, Sacha ne travaille guère sérieusement. Il sent bien en lui-même un désir de création, mais sans parvenir à trouver vraiment le média qui lui permettra de l'exprimer. Il possède, entre autres, un don véritable pour le dessin, et il s'essaye avec des qualités certaines à la caricature. En voici quelques-unes. Mais il manque justement dans ce domaine de la persévérance nécessaire. Voici les souvenirs qu'il relate à ce propos. On a bien le droit, n'est-ce pas, de parler du jeune homme qu'on a été, alors qu'on n'est plus ce jeune homme. J'étais très doué pour le dessin, et j'avais le sens de la caricature, mais naturellement je ne travaillais pas. Je dessinais beaucoup trop vite, et j'avais hâte de finir la chose commencée, à peine commencée. Et cette hâte était si grande qu'en vérité je ne finissais rien. Quand j'en avais assez, je signais mon dessin, et parce qu'il était signé, je le croyais fini. Mais si je dessinais, je ne dessinais guère que pour mon plaisir, sans espoir d'avenir, et sans doute, surtout, pour qu'on cessât de me demander ce que je ferais plus tard. J'avais remarqué que quand je dessinais, on me laissait tranquille. Alors, pour pouvoir ne rien faire, je dessinais tout le temps. Il est également attiré par le métier d'acteur, mais ses débuts sont difficiles d'abord, catastrophiques pour finir. Il papillonne en somme d'un domaine à l'autre, sans parvenir à prendre suffisamment au sérieux ce qu'il fait pour s'y consacrer pleinement. Un premier événement, anodin en apparence, va avoir sur sa manière de penser une influence extrême. Il s'agit d'un voyage en Hollande qu'il effectue en compagnie d'un certain Demolder, ami de son père, qui le conduit là-bas pour lui faire découvrir les grands peintres de cette contrée. Plus que les chefs-d'œuvre eux-mêmes, c'est l'attitude de Demolder devant les tableaux qui va le marquer. Écoutons Sacha se remémorer cet épisode. En octobre, Eugène Demolder, cet auteur presque inconnu d'un livre admirable et presque ignoré, La route d'émeraude, nous conduit, mon père et moi, à travers les musées de Hollande. Il nous avait dit « Venez, que je vous montre des tableaux ». Et cet homme, ce petit bonhomme rondelet, belge, rempli d'esprit, de talent et de cœur, qui avait épousé la fille de Rops, qui ressemblait au personnage du Bon Bock de Manet, nous a fait faire un merveilleux voyage parce qu'il savait comment cela se montre un musée. Je le revois, dans ma chambre, à La Haye, assis au pied de mon lit, venu me réveiller, et je l'entends encore m'expliquant. « Ce matin, tu vas voir le petit taureau de Paul Potter, et le plus beau peut-être des Holbein. Et ce sera tout pour aujourd'hui, et ce sera grandement suffisant. Et même, tu vas me promettre que tu ne chercheras pas à voir les autres. Les autres, nous les verrons plus tard. 3 tableaux comme cela. Tu en as pour 2 heures, si tu veux en avoir pour toute la vie. Et maintenant je vais te dire qui était Paul Potter, qui était Vermeer et qui était Holbein. » Et comme il avait raison, on peut lire en une nuit les fleurs du mal. On a tort, mais comme on peut les relire le lendemain, c'est encore admissible. Mais se vanter d'avoir vu 200 tableaux en une matinée, c'est avouer vraiment qu'on ne les a pas regardés. Demolder savait, lui, l'importance que la peinture peut avoir, devrait avoir, dans la vie des hommes. Il savait, lui, qu'à certaines heures mélancoliques de l'existence, un regard de Memling, dont on se souvient, vous apporte autant de réconfort et d'apaisement que 10 vers de Ronsard que l'on se récite à voix basse. Il ne nous montrait que 3 ou 4 chefs-d'œuvre par jour, mais il nous les montrait si intelligemment que nous les apprenions par cœur, afin de ne jamais les oublier. Et je les connais si bien, tous ceux qu'il m'a montrés, si bien que c'est à cause d'eux, justement, que je retourne en Hollande, tous les ans. Ce qui ressort de cet extrait, c'est que l'admiration est ici présentée comme une attitude aristocratique. Savoir regarder un tableau est un art subtil, et presque aussi noble que celui du peintre qui réalise le tableau en question. L'admiration devient ici le média
qui fait se rejoindre le créateur et son spectateur, faisant de ce dernier, s'il est capable d'un regard vrai, le pendant indispensable à la réalisation totale de l'œuvre. Ce n'est donc pas par hasard que le théâtre sera au centre de l'activité de Guitry, puisque l'art dramatique, plus peut-être que les autres arts, exige pour fonctionner que l'alchimie que nous venons de décrire entre le créateur et le spectateur se déploie totalement, mais surtout instantanément. Cette première révélation confirme à Sacha ce qu'il pressent depuis toujours. Rien n'est plus beau que de se tenir en haut de cette chaîne vertueuse et d'être l'un de ceux qui plient la matière et les idées à sa volonté pour en faire des objets de beauté ou de vérité qui seront admirés, aimés et convoités au point de pousser un jour peut-être un nouvel admirateur à prendre le relais et à devenir créateur à son tour. Mais la question se pose toujours pour le jeune Sacha. Quel art choisir ? Car voici quelle est sa situation en 1905. En avril 1905, je me retrouve à Paris, sans un centime en poche, mais j'ai visité les musées de Hollande, j'ai dévoré la bibliothèque de Demolder, j'ai joué la comédie, mal mais je l'ai jouée, j'ai passé 4 semaines avec Alphonse Allais et je me suis pris d'un véritable amour pour l'œuvre de Jules Renard. Soyons francs, j'avais parcouru bien des livres depuis mon enfance et j'en avais lu quelques-uns, mais je n'en avais relu aucun. Et la littérature me paraissait être quelque chose d'assez ennuyeux. Mes premiers amours furent Jules Renard, Laurent Taillade et Alphonse Allais. Mes premiers écrits, parus dans le Gil Blas, s'en ressentent d'ailleurs assez fâcheusement. C'étaient d'évidents pastiches. Et c'est alors que j'ai fait, sans l'avoir voulu, le contraire de ce que l'on fait généralement. Comme on remonte un fleuve pour aller à sa source, je suis parti de Jules Renard pour aller à Montaigne. Le chemin qu'avait fait Renard, je l'ai fait à l'envers. La lecture d'Amoureuse fut une nouvelle révélation pour moi. Je n'avais rien lu à cette époque qui fût, à mon avis, comparable au deuxième acte d'Amoureuse. Je n'ai pas lu depuis beaucoup d'actes qui lui soient comparables. Et Georges de Portoriche fit alors pour moi ce qu'avait fait Jules Renard. Il m'indiqua Musset, qui m'adressa à Beaumarchais, qui me renvoya à Molière. Ici, Sacha Guitry nous fait un récit assez long d'un incident qui le ridiculise alors qu'il interprète un de ses premiers rôles importants sur scène. Et voici quelle est sa conclusion. Je ne savais pas ce que j'allais devenir, mais j'étais bien sûr que je ne deviendrais jamais comédien. J'en éprouvais presque une sorte de joie rageuse. Je me sentais délivré d'un immense souci. Je n'allais plus avoir cette crainte constante de ternir l'éclat du nom que je portais. Le théâtre l'attire et le repousse à la fois. Le regard qu'il a appris à porter sur la peinture lui ouvre les yeux sur les beautés de l'art dramatique, mais l'emploi de comédien le dépasse. Il faut dire que quand il s'est ouvert de sa volonté de monter sur scène à son père, ce dernier s'est montré beaucoup moins complaisant qu'à l'égard de ses escapades extrascolaires. Voici la lettre qu'il adresse à son fils quand Sacha lui annonce son désir de jouer la comédie. « Mon cher petit, j'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as écrit, il faudra en reparler et nous en reparlerons. Pour l'instant, tu me demandes de t'indiquer 5 ou 6 scènes, apprends tout ce qui te semble amusant à apprendre. Homme, femme, prince, princesse, servante, maîtresse, maître, valet, tout en un mot. L'important, ce n'est pas de savoir son rôle, on le sait toujours. L'important est de posséder toutes les expressions. Tu vois comme c'est simple. Je t'embrasse tendrement, mon cher petit. » Son père, en effet, et tout comme Sacha l'écrira lui-même bien plus tard, considère que l'on ne joue pas pour s'amuser. À ses yeux, rien n'est plus noble que l'art du comédien, et aucun parti pris ne doit jamais favoriser la carrière d'un acteur qui ne serait pas excellent, fût-ce son propre fils. Sacha joue quand même, et suite à sa déception, il se tourne alors vers l'autre versant de l'art. Voici le récit qu'il nous fait lui-même de l'épisode décisif qui va déterminer le reste de sa carrière. Le lendemain, j'étais résilié. Et, m'en retournant chez moi, je m'arrêtais chez un marchand de couleurs et j'achetais du papier à dessin et des crayons comptés. Rentré à la maison, lorsque je me suis trouvé devant mes 6 feuilles de papier Wattmann et mes crayons comptés, je me suis demandé quel dessin, quel croquis j'allais faire. Renard, Capu, Donnet, Tristan mon père, tous y passèrent.
Ils étaient plus ou moins ressemblants, mais le plus ressemblant de tous, c'était mon père, évidemment. À force de chercher ses traits et son regard, à force de penser à lui, l'idée tout à coup me vint de lui faire une pièce. Ce n'était pas une idée de pièce qui me venait, c'était l'idée de lui faire une pièce. Elle était folle cette idée, car nous étions brouillés depuis déjà 6 mois. Mais c'était un bien joli rêve. D'ailleurs, mes 5 ou 6 premières pièces, c'est en pensant à lui que je les ai conçues. Celles qui réussirent lui doivent beaucoup, puisqu'il les inspira. Et les 2 autres qui sombrèrent, il les aurait peut-être sauvées en les jouant. J'avais plié en 8 mes feuilles de papier à dessin, et, sans autre dessin, sans savoir où j'allais, j'ai commencé d'écrire, sur cet in-octavo, une scène violente entre un homme de 40 ans et sa maîtresse. La femme est cramponnante et l'homme est excédé. J'avais eu l'occasion d'assister dans mon enfance à une scène de cette espèce, et j'en avais gardé un souvenir qui ne s'est jamais effacé. Des mots horriblement cruels, entre 2 êtres qui, 10 minutes auparavant, paraissaient s'adorer encore. Je n'en revenais pas. Je continue d'ailleurs à n'en pas revenir. Je n'avais pris pour modèle en écrivant ni Portoriche ni Renard, non du tout. J'essayais de me souvenir de toutes les choses que j'avais entendues, m'efforçant justement d'oublier celles que j'avais lues. Mais, en revanche, je ne cessais de me dire « Attention, il faut que je m'arrange de manière à contenter Renard, mais sans déplaire à Portoriche. » J'ai fort peu de mérite à me souvenir de ce détail, car ce que je me disais ce jour-là, je n'ai jamais cessé de me le répéter. 2 heures plus tard, j'avais écrit le premier acte de ma pièce Nono. N-Moncé habitait une villa voisine de la mienne. Nous avions pratiqué même une ouverture dans la haie de fusain qui les séparait, afin de pouvoir aller plus aisément l'un chez l'autre. Contrarié pour moi de ce qui s'était passé la veille au casino, il vint amicalement me demander ce que j'allais faire. Ce que je vais faire, en tout cas, voilà ce que je viens de faire, un acte. Il me demanda de le lui lire. Je le lui aurais lu, même s'il ne me l'avait pas demandé. Qu'on veuille bien me permettre de m'en souvenir tout haut, puisque je ne l'oublierai jamais. Il a beaucoup aimé cet acte. Et même, il m'en a dit des choses inespérées, vraiment. Cette lecture, il en a très souvent parlé, et dans des termes qui m'ont infiniment touché. Sa mémoire rafraîchissant la mienne, l'entretien que nous avons eu ce jour-là est très présent à mon esprit. Quand il m'a conseillé de ne pas m'arrêter en chemin et de continuer tout de suite, je lui ai répondu que c'était bien mon intention d'en faire d'autres. Oui, mais avant d'en faire d'autres, il faut d'abord finir celle-là. Je restais bouche bée. Il continua. C'est bien une pièce en 3 actes, n'est-ce pas? Nono? Oui. Bien sûr. Eh bien, c'est ce que je disais, avant d'en faire d'autres, il faut faire le 2 et le 3 de celle-ci. Mais naturellement. Je disais naturellement, et j'avais dit oui, bien sûr. Mais, à la vérité, la chose n'était sûre que depuis une seconde. Car ce premier acte de Nono, dans mon esprit, c'était un acte, une pièce en un acte, et non pas le premier acte d'une pièce. Mais j'avais dit bien sûr, et j'ai fait les 2 autres. Je dois donc à N-Moncé une fière chandelle, presque un cierge. Comme nous venons de l'entendre, c'est ici l'admiration qu'on lui porte et la confiance en ses capacités qu'on lui témoigne qui lui donne enfin l'énergie de terminer une première œuvre. Et la réussite est totale. Nono, cette première pièce, écrite par un cancre de 20 ans, est un véritable chef-d'œuvre qui contient toutes les qualités qui se déploieront ensuite dans son œuvre. Un mélange de tendresse et de cruauté, des personnages humains, tantôt tragiquement lâches et faibles, tantôt élégamment drôles et rusés, une action dramatique qui ne connaît jamais la plus petite perte de vitesse, un mouvement théâtral tourbillonnant qui emporte sans coup férir le spectateur, une fusion totale entre le ton et la forme, et pour finir un équilibre parfait entre une mécanique dramatique infaillible, celle qu'il révère par exemple chez Feydeau, et une fantaisie totale qui, en ne s'interdisant rien, parvient à créer un climat d'une poésie douce et envoûtante. Les amis de Lucien, curieux, vont voir la pièce. Ils en ressortent époustouflés. Écoutons le souvenir des impressions de Sacha, ainsi que le commentaire noté par le cruel Jules Renard dans son journal. Au baisser du rideau, Tristan Bernard, Edmoncé, Nausière, Picard, Pierre Mortier et combien d'autres m'entouraient et me complimentaient. Quand, tout à coup, j'ai vu venir à moi 2 hommes dont les paroles allaient se graver ineffaçablement dans mon cœur. Le premier m'embrassa et me dit des choses assurément excessives, mais qui décidèrent ce soir-là de toute ma carrière. C'était Octave Mirbeau.
Le second, lui, n'était pas homme à s'enthousiasmer de la sorte, et son attitude était très différente de celle de Mirbeau. À 3 pas de moi, les mains derrière le dos, il hochait la tête en me regardant, et son œil extraordinaire exprimait l'étonnement le plus vif. Je dis bien son œil, car Jules Renard semblait n'avoir qu'un œil. Il me regardait comme quelqu'un qui n'en revient pas, ce qui me laissait supposer qu'il m'avait jusqu'alors considéré comme un parfait crétin. Cet étonnement se prolongea d'ailleurs pendant plusieurs années. Il l'exprima le soir même en rentrant chez lui, et rien ne m'empêchera de reproduire ici ces lignes de son journal intime. 7 décembre 1905. Hier au Mathurin, Nono. 3 actes qui sont une révélation. C'est du Guitry accouchant lui-même d'un auteur dramatique, de la jeunesse, de l'esprit, et jamais bête. Nous étions tous ravis et frappés. La pièce, signée de Capu ou de Donnet, nous aurait paru bien. Et Sacha aura d'étonnants succès. Le lendemain, Porel me commandait une pièce, et de son côté, Réjeanne m'en demandait une autre. Sacha est désormais quelqu'un. Plusieurs directeurs de théâtre vont lui réclamer des pièces, et de plus, suite au désistement d'un comédien, il va bientôt être amené à interpréter lui-même les rôles principaux de ses pièces. Cette confiance nouvelle que le monde lui porte, cette admiration qu'il suscite désormais, lui confèrent une stature morale qui aideront certainement la naissance de plusieurs amitiés profondes entre le tout jeune Sacha et des artistes bien plus âgés et bien plus reconnus. Ainsi, il sera par exemple l'une des 3 ou 4 personnes que le peintre Claude Monet, qui atteint alors ses 80 ans, autorise à venir chez lui à Giverny. Les 2 autres sont Octave Mirbeau, auteur du fameux journal d'une femme de chambre, et Georges Clémenceau. Écoutons Sacha nous parler de ses 2 amis de province. J'avais 2 grands amis en province, Octave Mirbeau et Claude Monet. Ce n'était pas moi qui avais eu l'idée de les appeler ainsi, c'était Mirbeau lui-même. Un jour qu'ils entraient ensemble chez moi, du seuil de la porte, Mirbeau m'avait crié « Voici vos 2 amis de province !» En réalité, ils n'étaient pas de province, mais ils n'habitaient plus Paris, ni l'un ni l'autre. La tendre amitié que me portaient ces 2 hommes remplissait ma vie de joie et de fierté. Je ne me suis jamais consolé de les avoir perdus, et j'en garde un souvenir que personne, ni rien, ne saurait effacer. Je les aimais tendrement, l'un sans l'autre, et je les adorais ensemble, tant et si bien qu'il m'est difficile de parler de l'un sans tout de suite penser à l'autre. Les visites qu'ils m'ont rendues, leur séjour à la campagne, en Normandie, chez moi, nos longues conversations, sont parmi les souvenirs les plus beaux de ma vie. Leur amitié réciproque datait de 40 ans, et je n'ai jamais rien vu qui m'ait semblé plus beau que leurs yeux quand ils se regardaient. Un homme de 20 ans qui regarde une femme de 20 ans, c'est ravissant, c'est merveilleux. Mais je partage à ce sujet l'opinion de Victor Hugo qui dit que si l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, dans l'œil du vieillard on voit de la lumière. Oui, lorsque je les avais chez moi tous les 2, il faisait plus clair à la maison. Souvent de ma fenêtre, je les ai vus s'éloigner côte à côte et disparaître au fond d'une allée. Je les vois, revenant, passant et repassant, silencieux, d'accord. Et je n'oublierai jamais ces 2 silhouettes, l'une élégante et si fragile, celle de Mirbeau, l'autre trapue, puissante et souple, celle de Monet, car ils ne craignaient pas de rester silencieux ensemble. 40 années d'amitié, sans le moindre nuage, jamais, leur en donnaient le droit, et leur silence était d'une éloquence extrême. Cette amitié, cette forme particulière d'admiration mutuelle tacite, est pour Sacha un véritable trésor, et ce trésor qui lui est offert, cet inestimable présent du destin, Sacha veut l'honorer de 2 manières. D'abord, en glorifiant inlassablement le génie de ses amis. Ensuite, en créant lui-même des œuvres qui enchanteront les autres, comme il a été lui-même enchanté. Et en effet, peu d'auteurs auront, autant que Sacha Guitry, écrit sur les autres artistes, manifester son admiration, parfois même sa dévotion, à ceux qu'il considère comme ses maîtres, est pour Sacha aussi naturel et nécessaire que d'écrire des pièces de théâtre. Parmi ceux auxquels il consacre de nombreuses pages, citons, entre autres, et parmi les plus connus, son père, Sarah Bernard, Jules Renard, Auguste Rodin, Feydeau. Mais écoutons maintenant les premières lignes de l'article qu'il publie à la mort du musicien Claude Debussy.
Claude Debussy est mort. Rien ne m'autorise à parler de lui. Je ne suis guère musicien, et je ne le connaissais pas. Mais j'ai peur simplement qu'on n'en parle pas assez, par principe et par amour de l'art. Je ne veux qu'augmenter le nombre des lignes qui lui seront consacrées, et je viens déposer sur sa tombe des fleurs qui, pour surprenantes qu'elles puissent paraître, n'en sont pas moins des fleurs. C'est toute la philosophie de Guitry qui transparaît dans ces lignes. Un peu comme le fera plus tard François Truffaut dans Les Cahiers du cinéma avec sa politique des auteurs, qui consiste à soutenir l'œuvre d'un auteur que l'on juge bon dans son ensemble, même si l'une de ses productions est en dessous des autres. Guitry veut soutenir et servir l'art, et l'art français en premier lieu, a priori, comme un fidèle servirait son Dieu. Entre 1905 et 1914, Sacha vit donc entouré par un véritable aéropage d'immenses personnalités artistiques. Il triomphe au théâtre, où chacune de ses pièces rencontre un immense succès, à la fois critique et populaire, et regarde d'un œil plutôt méfiant les balbutiements du cinéma. Pour lui, à cette époque de sa vie, la caméra ne peut avoir de valeur que documentaire. Il ignore encore qu'elle sera plus tard pour lui le moyen de véhiculer tout un pan de sa créativité. En 1914, donc, une idée lui vient. Pourquoi ne pas filmer tous les grands génies de son époque et laisser ainsi une trace inédite pour les générations futures? Une idée presque enfantine dans la simplicité et la naïveté de sa conception, et qui pourrait vite se heurter à un choix cornélien, bien malin, celui qui peut prédire avec certitude ceux que la postérité désignera. Et pourtant, à ce jeu, Sacha va réaliser un choix remarquablement pertinent. En effet, voici quelques noms des personnalités qu'il choisit de filmer. Edmond Rostand, Anatole France, Edgar Degas, Camille Saint-Saëns, Auguste Rodin, Renoir, Monet. La plupart sont ses amis, certes, mais il faut ici reconnaître que l'admiration de Sacha a guidé son choix avec une sûreté peu commune. Ce document extraordinaire, Sacha Guitry le complétera bien des années plus tard en lui ajoutant un commentaire dans lequel il explique et raconte dans quelles conditions les images en question ont été tournées. Le titre de ce documentaire d'un genre unique, Ceux de chez nous. Pour Guitry, la France reste l'instance suprême à laquelle doivent s'indexer toutes ses productions. Mais il ne s'agit pas tant de nationalisme chez Guitry que de l'obsession qu'il a de produire à travers son œuvre une vision idéalisée de l'histoire, sans majuscule, de son pays. Pour lui, la nation est une œuvre d'art à part entière, un roman dont il revient au conteur comme lui de rédiger les chapitres. À ses yeux, ce documentaire est l'un de ces chapitres. Par chance, ce document unique au monde est toujours disponible. Un lien dans la description vous permettra de le visionner. Précisons encore que la plupart du temps, il s'agit des seules et uniques images filmées qui existent de ces hommes illustres. Sacha, auteur et acteur comblé par le succès, endure cependant une blessure sans pareille. Voilà plus de 10 ans qu'il s'est brouillé avec son père et qu'il n'a pas échangé un mot avec lui. Or, comme nous l'avons évoqué, Lucien fut pour Sacha à la fois le premier homme et le premier artiste qu'il lui fut donné d'admirer. Et cette brouille le prive justement de l'admiration que son père pourrait lui porter à présent en retour. Que va faire Sacha ? Il va écrire une pièce qui sera comme une lettre ouverte à son père, ce qui les rapprochera, avant d'écrire enfin une pièce directement pour lui, et encore un peu plus tard, suprême symbole de la réconciliation de leur admiration mutuelle, une pièce qui les réunira une première fois tous les deux sur scène. Écoutons Sacha évoquer le souvenir de ces instants. Lorsqu'en 1918, au cours des représentations de 2 bureaux, au vaudeville, le secrétaire général du théâtre m'annonça un soir que mon père avait loué dans la journée une loge pour la matinée du lendemain, je ne pouvais pas le croire. Et pourtant c'était vrai. Bien avant le début du spectacle, il était là, dans cette baignoire qu'il avait louée. Quand je suis entré en scène, mon cœur s'est mis à battre follement et il m'a fallu faire un véritable effort pour émettre un son. Entre la matinée et la soirée, Tristan Bernard m'apporta une lettre de mon père qui me parlait de ma pièce en termes émouvants et qui se terminait ainsi. « Je t'attends à déjeuner demain. Viens seul ou viens avec elle. Venez donc tous les deux. »
Je suis arrivé seul chez lui, le lendemain. Yvonne Printemps n'est venue me rejoindre qu'au bout de 10 minutes. Il m'attendait, visiblement ému. Il est venu vers moi. Nous sommes restés longtemps dans les bras l'un de l'autre. Puis il m'a dit enfin « Pendant que tu jouais hier, sais-tu comment je te voyais ? À 5 ans, en Russie, dans mes bras. » En sortant de table, il me prit dans un coin et me dit « Fais-moi vite une pièce. » Je lui répondis qu'elle était déjà commencée, ce qui était presque vrai. L'idée de mettre Pasteur à la scène me hantait en effet depuis 2 années, mais la difficulté de choisir un interprète pour personnifier un tel homme m'arrêtait. Depuis 24 heures, la chose ne me paraissait plus impossible. Nous nous étions revus le 7 mars 1918. Nous ne devions plus nous quitter jusqu'au 1er juin 1925, 7 années de bonheur pendant lesquelles nous avons rattrapé le temps perdu. Nous ne restions pas 6 heures sans nous téléphoner, 12 heures sans nous voir, 24 heures sans nous écrire. 2 bureaux et Pasteur, 2 pièces qui mettent en scène la vie de personnes réelles, dignes, d'après Sacha, d'une admiration absolue. Une fois de plus, l'admiration est le moteur à la fois de l'inspiration de l'auteur, mais également, de manière plus générale, le moyen qu'il choisit pour communiquer avec ceux qu'il aime. D'ailleurs, Guitry ne s'en tiendra pas là, et toute sa production est émaillée de pièces consacrées aux grands hommes qui ont fait l'histoire de France. Car, comme nous le disions précédemment, la France demeure en un sens le champ lexical de toute son œuvre. Comme il le note quelque part, pour être universel, il faut avant tout être de son propre pays. Pour lui, l'universalité du propos ne peut donc s'atteindre que par l'appropriation absolue de sa propre spécificité culturelle et nationale. Admirer la France, donc, et, plus important encore, la donner à admirer à ses concitoyens. Un jour, on lui propose d'animer une émission radiophonique, et voici l'idée qui naît dans l'esprit de Sacha. Il fait paraître un livre contenant les reproductions de 100 œuvres d'art et se propose d'en commenter une chaque semaine, les auditeurs qui se seront procuré l'ouvrage pouvant ainsi s'y référer. Le titre de cette entreprise, « Des merveilles ». Écoutons Sacha nous présenter son idée. Dans ce livre, « Des merveilles », je vais vous entretenir d'une multitude de sujets que j'adore, qui me passionnent et dont j'aimerais être certain qu'ils ne vont pas vous ennuyer. Ce qui me donne un peu confiance à cet égard, c'est que je suis totalement dénué de sens critique. Avoir le sens critique, c'est porter le plus vif intérêt à un ouvrage qui, justement, vous paraît en manquer. Avoir le sens critique, c'est déclarer en 3 lignes qu'une pièce ou qu'un livre est une œuvre admirable, mais c'est avoir besoin d'une colonne entière de journal pour expliquer qu'une chose est mauvaise. Avoir le sens critique, c'est faire sciemment le mal avec hypocrisie, c'est commettre une espèce de crime, sous la protection d'une loi ambiguë. Or, n'ayant pas le sens critique, j'aime qu'on soit pour, et je hais qu'on soit contre, et méprisant les cuistres, je reste convaincu que toute connaissance nouvelle est une acquisition, donc un enrichissement. Je pars de ce principe, que mieux on comprend, plus on aime, que plus on aime, mieux on admire, et que plus on admire, plus on est heureux. Et de là m'est venue cette idée d'un livre d'images, conçu et composé à votre intention. En somme, il s'agissait de mettre sous vos yeux les preuves à l'appui des entretiens que je me propose d'avoir avec vous. Il s'agissait de réunir en un livre idéal, accessible d'ailleurs, des merveilles choisies avec discernement, toutes ravissantes, diverses, inattendues, que nous pourrions feuilleter ensemble et qui seraient de nature à évoquer des souvenirs, à raconter 1000 anecdotes, à ne médire de personne, en méditant sur bien des points. Il s'agissait d'avoir d'admirables prétextes à nous entretenir de la beauté des femmes, de l'intelligence des uns, de la sottise des autres, et enfin du génie perpétuel de la France. Or donc, ce livre le voici. Je vous prie d'observer que mon livre est intitulé « Des merveilles », car en fait, ce sont les premières merveilles qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai eu l'idée de composer ce livre. Ce sont des merveilles parmi tant d'autres innombrables, et quand je vous disais il y a un instant qu'elles avaient été choisies avec discernement, je rendais hommage au hasard qui les avait sélectionnées. Quand il s'agit non pas d'avoir une opinion, mais d'exprimer un sentiment, et qu'on le sait sincère, on doit avoir confiance en soi, et même au besoin, donner libre cours à sa fantaisie. Or donc, ce livre, je l'ai fait. Je vous demande de le considérer comme un divertissement, propre à vous permettre d'arracher quelques heures à la vie si terriblement quotidienne, et parfois si vulgaire. Plus on admire, plus on est heureux. Nous avons ici une illustration parfaite du cercle vertueux de l'admiration tel que Sacha se le représente. Un homme admire une œuvre, il produit à son tour une œuvre, fruit de cette admiration initiale. Il la donne à admirer à d'autres, qui l'admirent en retour pour le plaisir qu'il leur a donné. Une boucle parfaite,
dans laquelle la beauté, à chaque fois qu'elle est partagée, se démultiplie au lieu de se raréfier. C'est là toute la religion, tout le système moral de Sacha Guitry. D'ailleurs, de manière générale, l'attitude de Sacha est de toujours vouloir partager ses joies et ses émerveillements avec son public. Sur scène, il utilise son propre mobilier et ses propres tableaux, invitant ainsi à sa manière ses spectateurs chez lui. Dans ses films ou dans ses pièces, il n'est pas rare qu'il s'adresse directement à eux, les faisant ainsi les confidents de son travail créateur. En somme, il veut donner aux autres ce qu'il a eu la chance de se voir offrir lui-même. La capacité d'apprécier le génie humain à sa juste valeur et la joie sans pareille qui en résulte. À cet égard, on peut encore parler de l'hôtel particulier construit par son père et que Sacha occupera après la mort de ce dernier jusqu'à la fin de sa vie. Dans la galerie qui occupe le premier étage et dont il a fait son bureau, Sacha va réunir ses collections. En effet, l'argent qu'il gagne, en plus d'assurer son train de vie, lui permet avant tout d'acheter des œuvres d'art. Il constitue ainsi une collection unique de peintures, de sculptures, d'éditions originales et de reliques ayant appartenu aux artistes ou aux grands hommes du passé. Sacha a exprimé bien des fois de son vivant la volonté qu'il avait de faire un musée de sa maison après sa disparition. Hélas, à sa mort en 1957, l'hôtel fut démoli et les collections éparpillées pour permettre à sa veuve Lana Guitry de payer les dettes qu'il laisse derrière lui. Rien ne demeure aujourd'hui de ce fabuleux et patient amassement de beauté qui témoignait d'une existence entière passée dans la béatitude que procure l'amour des autres. Voici comment Sacha évoquait son destin de collectionneur. Certes, je n'ai pas à regretter d'avoir choisi la profession d'auteur dramatique, mais je reste convaincu que j'aurais pu devenir un excellent étalagiste. Pour moi, ça a commencé par une lettre autographe de Delacroix que mon grand-père, René de Pongeste, m'avait donnée, par un livre dédicacé que m'avait offert Jules Renard et par une aquarelle de Forain qu'au premier jour de l'an 1900, mon père avait accroché au mur de ma chambre. Vers 1905, je me suis dit, si le destin me favorise, j'aurai un jour une maison dans laquelle, partout où je poserai les yeux, je ne verrai que de jolies choses. Aujourd'hui, mes droits d'auteur sont sur mes murs et je m'en vante. Les objets d'art que je possède ne sont pas disposés par époque chez moi, ni même par genre. C'est mon goût personnel qui préside seul à leur groupement. Les anciens et les modernes voisinent sans la moindre gêne à mes yeux, car j'ai toujours pensé que l'on se rencontrait au sommet. Tout cela, évidemment, n'est pas tombé du ciel, et si je pouvais faire le compte des heures, des jours, des mois, des années que j'ai passées à les choisir, à les attendre, à les poursuivre, à les trouver, je m'apercevrais que je leur ai consacré plus de temps qu'il ne m'en a fallu pour écrire mes 124 pièces. La sûreté de son goût, la proximité intelligente entre les œuvres du passé et celles de ses contemporains, tout cela témoigne de la liberté absolue de parole et de pensée qui caractérise Sacha. Il ne redoute jamais de se tromper, car son admiration lui sert de boussole. On peut éprouver un certain vertige en pensant à la disparition d'une telle collection, car je ne crois pas qu'il en ait existé jamais de semblable. Il faut dire que l'époque qui va s'ouvrir après sa mort en 1957 n'a peut-être plus la tendresse et la générosité nécessaires pour apprécier la beauté de la France telle que Sacha l'a conçue sa vie durant. À la légèreté va se substituer la gravité, à la fantaisie vont se substituer les revendications sociales. Et l'art français va perdre progressivement sa grandeur, faisant du génie français tel qu'il fut parlé par des hommes comme Rodin ou Monet une langue morte, dont on n'entendra plus guère la mélodie ancienne que dans les musées. L'origine de ce changement est évidente. La France sort de longues années d'occupation allemande. Officiellement, elle a gagné la guerre. En réalité, elle l'a perdue 2 fois. Car après les Allemands, ce sont les Américains qui vont occuper notre pays, non pas physiquement, mais bien plus insidieusement, culturellement. Et les dégâts de cette seconde invasion, contrairement à la première, seront hélas irréversibles. Le plan Marshall imposé par les Américains à la France ne vaut pas mieux que le traité de Versailles. Il est même pire à bien des égards, puisqu'il inclut l'obligation de la diffusion d'un certain quota d'œuvres américaines dans les médias français d'alors. Il n'en faudra pas davantage pour faire disparaître un héritage millénaire. À peine 50 ans plus tard, c'est le gouvernement français qui sera obligé d'imposer un quota minimum d'œuvres françaises aux radios qui, sinon, ne diffuserait que des œuvres américaines pour satisfaire au goût d'un public dont le legs culturel a été effacé puis remplacé. Aujourd'hui, les Français nés après les années 1980 sont certainement davantage influencés et modelés par l'imaginaire américain que par celui de l'histoire de France. On connaît mieux l'histoire de Kennedy que celle de Louis XIV. La conquête américaine fut donc un succès total et la défaite de la France une réalité
qu'il devient chaque jour plus difficile de contester lorsque l'on observe la trajectoire descendante de notre nation sur tous les plans, aussi bien politiques, économiques, linguistiques ou artistiques, depuis les années 50. Mais revenons à Sacha. Comment vit-il l'occupation ? Plus mal que d'autres, peut-on penser, si l'on se réfère au sentiment anti-germanique exacerbé qu'il affiche publiquement depuis toujours. En effet, il n'est pas exagéré de dire que Sacha Guitry manifestait un racisme pur et simple à l'égard des Allemands et de l'Allemagne, un sentiment certes partagé par beaucoup de Français de l'époque. On est bien loin de la mesure dont faisait preuve par exemple Ravel en 1918, lorsqu'il prenait publiquement parti contre ses confrères qui réclamaient que l'on ne jouât plus de musique allemande en France, soulignant qu'à ses yeux la beauté n'avait pas de nationalité. Ce qui par ailleurs n'avait pas empêché Ravel de se démener pour passer outre sa réformation pour faiblesse de constitution et pour pouvoir aller se battre avec les autres pour défendre son pays en 1914. Il obtiendra finalement d'être recruté comme ambulancier. Pour Guitry, lui aussi réformé pendant la Première Guerre d'ailleurs, ce genre de subtilité n'a pas cours. Sa germanophobie est sans nuance, au point qu'il refusera dès 1905 que ses pièces soient jamais jouées ou éditées en Allemagne, renonçant ainsi, mais sans jamais s'en vanter, à de substantiels bénéfices. Quand l'armée allemande entre dans Paris, il a encore le choix, fuir, comme l'ont déjà fait nombre de ses confrères, ou rester. Peut-être plus à cause de son côté casanier que par héroïsme, il décide de rester. Mais, pendant toute l'occupation, son attitude sera à la fois à la hauteur de sa haine pour les Allemands et de sa capacité à faire du langage une arme devant laquelle même la force brutale finit par plier. Comme nous l'avons dit, Guitry était une star mondiale. À peine arrivé, les hauts dignitaires allemands se pressent pour faire la rencontre de Herr Guitry, cette légende nationale, et il usera sans relâche de cet avantage et de l'aura qui est la sienne pour obtenir de l'occupant des avantages pour les autres. Ainsi, il fera libérer des dizaines et des dizaines de prisonniers. Il sauvera des camps un certain Tristan Bernard, et surtout, il continuera à travailler, permettant ainsi à un grand nombre d'acteurs et de techniciens de conserver un moyen de subsistance. Plus encore, il se débrouille pour glisser dans chacun de ses ouvrages des références à la grandeur de la France et à la certitude qui est la sienne qu'elle finira par être libérée. Plus d'une fois, la censure interviendra contre lui. Ce qui le sauve, c'est que l'occupant, du moins les hauts gradés, ont à cœur de présenter une image courtoise d'eux-mêmes, l'image d'un occupant qui respecte la culture française. Bien sûr, Guitry n'est pas dupe de cette comédie, mais il sait en user avec une intelligence digne d'un Talleyrand, à propos duquel il réalisera d'ailleurs un film, Le Diable boiteux, en 1948. Mais la première chose qu'il fait en 1942, c'est de publier un livre à la gloire de la France et qui s'intitule « De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain ». Ce dernier, à ce moment de l'histoire, est en effet encore le héros de la Marne, celui qui a sauvé des millions de vies françaises en réorganisant les armées à la fin de la Première Guerre. La publication d'un tel ouvrage, à ce moment-là, marquait un courage réel, à la limite même de l'inconscience, car sa parution aurait pu suffire à le faire arrêter. Pourtant, quand la libération se profile, les amis de Sacha le mettent en garde, on risque de lui reprocher d'avoir maintenu un train de vie très au-dessus de la moyenne pendant ces terribles années. Mais il ne les prend pas au sérieux. Comment pourrait-il concevoir que des Français puissent lui chercher des noises, à lui qui s'est tenu, bien plus vaillamment que d'autres, en plein centre du champ de bataille, et qui, par ses actes et par ses paroles, a fait la démonstration parfaite de sa probité à l'égard d'une nation qu'il aime et qu'il respecte plus que lui-même. C'est sans compter sur l'opportunité que représente pour les médiocres et les malhonnêtes cette période de grande confusion. Guitry est d'abord arrêté, puis jeté en prison. Pendant son séjour derrière les barreaux, il subira des traitements infâmes, dignes de ceux que l'on reproche justement aux nazis d'avoir perpétrés. Au bout de plusieurs mois, on le conduit devant un juge qui lui révèle que son dossier est vide. Le juge, fait peut-être unique dans l'histoire, va alors diffuser dans la presse un appel à dénonciation à son encontre. Il reçoit bien quelques lettres anonymes, mais rien, et pour cause, qui permettent de l'incriminer sérieusement. Le juge ne renonce pas pour autant, et demande, comble de l'ironie, à Guitry lui-même, de quoi il pourrait l'inculper, puisqu'il faut bien l'inculper de quelque chose avant de pouvoir le disculper. Quand on lui propose le grief d'intelligence avec l'ennemi, Guitry accepte en remarquant « Effectivement, je ne pense pas en avoir manqué ». Cette sinistre affaire se terminera par un non-lieu, mais elle aura coûté à Sacha sa santé.
Et surtout, elle résonnera pour lui jusqu'à sa mort comme une infamie sans pareille, non pas tant à son encontre qu'à l'encontre de la France, qui s'est ridiculisée en attaquant l'un de ses plus fidèles serviteurs. Cet épisode, en un sens, est une métaphore parfaite de ce qui arrive à la France à ce moment de son histoire. C'est le début d'une inversion systématique de ses valeurs, dont nous atteignons peut-être l'apogée aujourd'hui. Il peut être intéressant de comparer son sort à celui de Marcel Pagnol, l'autre grand dramaturge populaire de l'époque. Ce dernier s'est réfugié en zone libre et ne revient à Paris qu'après la Libération. S'il a réussi à échapper à l'obligation de travailler pour la Continentale, il n'a pas, comme Guitry, tenu la dragée haute aux Allemands pendant ces années d'occupation. C'est pourtant lui qui sera choisi par la Société des auteurs pour présider le comité d'épuration qui, comme dans chaque profession, est censé permettre de démasquer les collaborateurs. Pagnol n'est pas un imbécile, et son attitude sera à la hauteur de l'esprit de son confrère Sacha. Il se contente d'envoyer une lettre ainsi rédigée. « Avez-vous collaboré ? Oui ? Non ? Est-il utile de préciser qu'il ne reçut jamais aucune réponse ? En réalité, les vrais collaborateurs sont avant tout des arrivistes, qui ont su justement tirer parti de la libération avec la même aisance qu'ils ont mise à profiter de l'occupation. La France d'après-guerre est donc autant peuplée de faux héros que de faux coupables, et c'est l'occasion parfaite, pour bon nombre de ratés, de se payer Guitry et de se venger, enfin, de 50 ans d'un triomphe qui ulcérait leur nullité et leur jalousie. Car, malgré le non-lieu, on interdit à Sacha de travailler pendant un temps assez long, et, comme dit le proverbe, calomnié, il en restera toujours quelque chose. Et en effet, de nos jours encore, on peut entendre sur les ondes de la radio française d'État un imbécile sans talent et sans carrière comme François Cluzet traiter Sacha Guitry de collabo, sans qu'aucune objection ne lui soit opposée. Qu'un acteur de troisième ordre, d'une insignifiance absolue sur le plan artistique, s'autorise à juger l'un des plus grands acteurs du monde est déjà stupéfiant, mais qu'il puisse le faire sans qu'on le lui reproche est beaucoup plus grave, et montre bien à quel point Guitry, parce qu'il incarne les valeurs de la France éternelle, doit être effacé par cette société dans laquelle nous vivons, parce que cette société voudrait que tout commence avec elle. Et puis, l'intelligence de Guitry est certainement trop vive et trop crue pour que nos censeurs des temps modernes s'en accommodent. On insiste donc sur sa misogynie, alors que son humour n'épargne certainement pas davantage les hommes que les femmes. On en fait un amuseur uniquement capable de produire des mots d'esprit, alors que la profondeur de ses réflexions le place dans la lignée directe de La Fontaine et de La Rochefoucauld. Et pour finir, on persiste à laisser planer sur lui un soupçon de collaboration, alors qu'il a mieux défendu son pays que ceux qui prétendaient le juger. Pourtant, dès qu'on l'autorise à nouveau à travailler, Sacha se remet à la tâche. Il se tourne définitivement vers le cinéma et va alterner des films à la gloire de l'histoire de France et des films d'un humour glacé et parfois glaçant qui trahissent peut-être un peu de la rancœur qu'il éprouve désormais à l'égard du genre humain. Et le succès, une fois de plus, est au rendez-vous. Il faut dire que rien ne semble pouvoir entamer le génie de Guitry, et cette dernière partie de son œuvre n'a rien à envier à celle qui la précède. On y retrouve les mêmes qualités, et cette inspiration unique, souvent géniale, qui le place pour toujours au plus haut rang des créateurs. Car même les pires injustices n'ont pu entamer le fond sacré où il puise sa force. Sa capacité à admirer et son désir inextinguible d'être admirable lui confèrent une force surhumaine, et même malade, même immobilisé par la maladie et rongé par la souffrance, il continue inlassablement d'offrir à son public une œuvre aussi profonde que divertissante, dans laquelle le fond et la forme atteignent un niveau d'unité parfait, ce qui est, comme nous l'avons dit plus tôt, la marque première de la spécificité de l'esprit français. À sa mort, sa dernière épouse, Lana Marconi, sollicite l'État français pour l'aider à régler les dettes de Sacha, essentiellement aux impôts, et pour préserver en l'état son hôtel particulier et les collections qu'il renferme. L'État fait la sourde oreille, l'hôtel est rasé et les collections dispersées. Un effacement en règle donc. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui, favorisés par le hasard, croisent son œuvre, en subissent toujours l'empire. Car Guitry est un véritable génie, et peut-être même le dernier grand génie français. Son œuvre est géniale, mais plus encore que cela, elle a, peut-être plus que d'autres, cette capacité à nous apprendre quelque chose et à nous révéler un secret éternel, mais que nous enfouissons trop souvent en nous-mêmes. La vie est merveilleuse, à condition de regarder ce qui est beau,
et de le reconnaître pour tel. Il n'est pas trop tard pour bénéficier de cette leçon. Il suffit pour cela d'ouvrir n'importe quel ouvrage de Sacha Guitry et de se laisser guider par son élégance, son intelligence et sa gentillesse. Faites-le, on ne sait jamais. Pour l'instant, les censeurs se contentent de changer le titre des livres ou d'en altérer scélératement le contenu pour les faire rentrer dans les cases étroites de la bien-pensance. Mais qui sait de quoi ils seront capables demain ? Lisons donc Sacha Guitry, pendant qu'il en est encore temps.